Merci Régis pour toutes ces explications. Les choses sont beaucoup plus claires pour moi maintenant. Avec plaisir. Même s'il y a quelques passages de mon histoire qui restaient un peu flous et un peu vagues. Vous n'auriez pas quelqu'un qui pourrait m'aider à me reconnecter à tout ça et à mon passé? Alors je crois que j'ai quelqu'un en tête. Il s'agit de Nicolas Soskov, qui est professeur, historien, qui a beaucoup travaillé sur vous, notamment pour chercher à comprendre d'où vous venez cette passion du ferroviaire. Et il va nous expliquer, ma foi, quelle est votre place dans cette galerie de glorieux entrepreneurs mulhousiens du 19e siècle. Très bien. Je vous propose d'aller le chercher. Moi, je vous attends dans mon bureau. A tout de suite. À tout de suite. Bonjour, c'est Nicolas Quéquin. Bienvenue dans les Sim Talk. Aujourd'hui, je reçois deux historiens qui vont me rafraîchir ma mémoire et qui vont raconter mon histoire. Bonjour messieurs, vous allez bien? Très bien. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour me rafraîchir ma mémoire, parce que j'ai oublié toute mon histoire. Et grâce à vous deux, j'espère que ça va revenir. La première question que j'aimerais vous poser, c'est si vous deviez me définir en une phrase, qu'est-ce que vous diriez de moi? Alors je dirais sans doute que s'il existait un César des meilleurs entrepreneurs français du 19e siècle, vous seriez sans doute nommé et certainement couronné pour la catégorie meilleur entrepreneur du premier 19e siècle. Et quels sont, selon vous, les différents moments auxquels j'ai fait preuve d'audace? Quand on y regarde bien, toute votre vie n'était qu'une succession d'audace, qu'il s'agisse de vos engagements politiques et militaires, notamment aux côtés de Napoléon Ier en 1814-1815, votre décision d'arrêter les activités textiles pour devenir entrepreneur dans le ferroviaire avec toutes les incertitudes qui, à l'époque, existent, votre volonté de transformer, de moderniser la société, tout ça, c'est de l'audace permanente, même si vous n'avez pas été exempt d'échecs, par exemple, dans vos projets d'élevage de vers à soie ou de fabrication de sucre de betterave. Et certains de ces projets vous en vont même mener au bord du gouffre financier. Nicolas Soskov va sans doute y revenir. C'est très bien tout ça, mais d'où me vient ce goût d'oser, d'entreprendre, d'avancer? Vous avez de qui tenir. Vous êtes le petit-fils de Samuel Quéclin, fondateur de la première manufacture d'indienne à Mulhouse en 1746. Vous êtes le fils de Jean Quéclin, fondateur de l'entreprise Quéclin Frères. Vous êtes le neveu de Daniel Dolphus-Mick, fondateur de DMC. Alors vous êtes un héritier? Oui et non. Vous êtes né dans une fratrie de 20 enfants. Et donc vous n'héritez pas des entreprises. Mais vous héritez d'une frénésie d'entreprendre qui caractérise ce milieu des industriels mulhousiens au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Racontez-moi un peu les différentes phases de ma vie, mes engagements politiques, la création de ma première entreprise. Votre existence est très riche, finalement. À 21 ans, vous fondez votre première entreprise textile, Nicolas Quéclin et Frères, qui allait devenir une des plus importantes d'Europe. En 1826, avec les Dolphus et les Quéclin, vous lancez une grande opération d'urbanisme, la construction du nouveau quartier où nous sommes actuellement, une ville nouvelle aux côtés de la ville médiévale de Mulhouse. 1827, vous fondez la première caisse d'épargne de Mulhouse. 1828, vous devenez président de la Chambre de commerce de Mulhouse et vous le restez jusqu'en 1835. 1831, vous êtes élu député de Mulhouse et vous le restez jusqu'en 1844. Et de 1836 à 1844, justement, c'est le moment de votre grande aventure ferroviaire, la construction des lignes Mulhouse-Thann et Strasbourg-Bâle. Et ce qui est moins connu, c'est qu'en 1848, vous êtes nommé administrateur provisoire du département du Haut-Rhin et vous êtes parmi les fondateurs et le premier directeur du comptoir d'escompte de Mulhouse qui, bien des années plus tard, est devenu la grande banque, la BNP. Merci pour ce rappel de souvenirs. Tout commence à se remettre un peu dans mon esprit grâce à vous. Est-ce que vous pouvez me rappeler juste un moment de mon parcours qui en dit long sur moi, quelque chose de vraiment marquant? Ah oui, je vais vous raconter un incident
qui s'est passé à l'Assemblée générale de la Société industrielle de Mulhouse le 25 mai 1836. Nicolas Codiat, un jeune ingénieur, est en train d'expliquer devant ces messieurs son projet d'entreprendre la construction de la ligne de chemin de fer Mulhouse-Thann. Et à ce moment-là, Nicolas Quéclin lui coupe presque la parole en disant que c'est lui qui s'occupe de ce projet, qu'il a déjà engagé des ingénieurs et entrepris des démarches administratives. Et de fait, quelques jours plus tard, il aura effectivement l'autorisation de l'État de lancer cette opération. Quelques mois plus tard, au mois d'août, nouvelle séance de la CIM, où là encore, Nicolas Quéclin explique qu'il n'a pas besoin du concours de la Société industrielle de Mulhouse et qu'il ira seul. Au cours de cet épisode, il montre une détermination sans faille. Il fait preuve d'un culot monstre qui est finalement typique de cette mentalité des entrepreneurs calvinistes de l'époque, à la trempe d'acier, comme dira plus tard Max Weber, qui sont tellement sûrs d'eux-mêmes et avec cette confiance, qui est finalement pour eux le signe qu'ils sont les élus de Dieu. Qu'est-ce que je défendais coûte que coûte? Est-ce qu'il y a quelque chose que je défendais coûte que coûte, même contre l'air du temps, quelque chose qui était ma passion, quoi, quelque chose que je défendais vaillamment à cette époque? Alors c'est un peu difficile à dire parce qu'on a peu de témoignages sur vous, sur votre personnalité. On ne peut vous juger qu'à travers vos actes, finalement, comme historien. Alors, ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas à la recherche seulement du profit ou de la fortune. Ce qu'on remarque dans toute votre action, c'est que vous êtes en permanence sur un terrain public, sur le terrain des infrastructures, de l'urbanisme, des grands projets, de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'aménagement du territoire. Et ce qui vous motive finalement, c'est la modernisation, c'est le progrès humain. À une époque, donc vous êtes sans doute persuadé que l'industrialisation permettra ce progrès humain et permettra un enrichissement collectif. À une époque, il ne faut pas l'oublier, où les campagnes sont des foyers de grande pauvreté aussi. Et donc, comme tous vos confrères de la Société industrielle de Mulhouse, vous avez cette conviction profonde de ce progrès humain à travers l'industrialisation et ce qui l'accompagne, c'est-à-dire les chemins de fer, le progrès scientifique et technique, l'urbanisation, etc. Pourquoi je ne fais pas partie des membres fondateurs de la CIM? Vous ne faites pas partie des fondateurs de la CIM, c'est vrai, mais vous êtes un des fondateurs de la loge de la Parfaite Harmonie en 1809, une loge franc-maçonne, dont les objectifs philanthropiques sont la base. Vos deux frères, vous avez deux frères, Daniel et Édouard, qui font partie des fondateurs de la CIM. Alors peut-être que vous leur avez délégué vos pouvoirs. Et puis, effectivement, vous faites don en 1829 à la CIM de cet hôtel, donc du nouveau quartier dans lequel elle s'est installée. Alors pourquoi vous n'avez pas fait partie des fondateurs? Là, la question reste ouverte, mais je pense que vous n'êtes pas marqué finalement par le sens du collectif et de la délibération collective qui est un peu dans l'ADN de la CIM. Vous êtes davantage un entrepreneur solitaire d'une certaine façon. Mais vous vous rachetez admirablement en faisant don de ce bâtiment, dites-vous, en raison d'une volonté de réunir en un même lieu ce que vous appelez les trois temples des sociétés modernes, c'est-à-dire la bourse au coton, la chambre de commerce et la société industrielle de Mulhouse. Et donc votre but, c'est vraiment de réunir autour de cette place ce qui fait la puissance, le rayonnement, mais également l'originalité de Mulhouse au XIXe siècle. Il y a quelque chose que je n'ai pas trop compris dans ce que vous m'avez dit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi j'avais cette obsession pour le chemin de fer? Qu'est-ce qui m'a poussé vers ça et pourquoi j'avais cette obsession-là à cette époque? Alors moi je ne dirais pas obsession, je dirais passion pour le chemin de fer. Il faut dire que les années 30, c'est la grande période de la construction des chemins de fer, du début de la construction des chemins de fer en France, et les plus grands financiers français, les plus grands entrepreneurs français, les meilleurs ingénieurs, y travaillent finalement.
Et donc, je pense que d'une certaine façon, s'engager dans cette aventure est beaucoup plus passionnant que continuer à produire des toiles peintes au mètre ou au kilomètre, hein. Et donc, je pense que vous avez été exalté par cette perspective d'équipement, de réalisation, de modernisation. Et d'ailleurs, vous avez liquidé une bonne partie de vos affaires textiles en 1836 pour vous consacrer pleinement à l'aventure des chemins de fer. Et j'ai quand même pris un grand risque en faisant ça quand même. Vous avez pris d'énormes risques, à tout point de vue. Des risques techniques, d'abord, parce que tout était à créer, à inventer. Et comme tout a bien marché, on a tendance finalement à minimiser ou à oublier ça. Vous avez pris des risques administratifs, parce que réaliser une ligne de chemin de fer de Strasbourg à Bâle, pour réaliser cette ligne de chemin de fer, il a fallu exproprier 12 000 parcelles appartenant à 5 000 propriétaires. Donc vous imaginez tous les contentieux qu'il y a pu y avoir. Et puis vous avez pris d'énormes risques financiers. Parce que, contrairement à vos homologues, les grands bâtisseurs des lignes de chemin de fer en France, c'est-à-dire les Rothschild, les Pereire, les Bartoloni, etc., vous n'avez pas créé une puissante compagnie, une société anonyme gérant donc les capitaux appartenant à des épargnants. Vous avez préféré engager votre fortune personnelle. Si bien que pour le Mulhouse-Than, par exemple, c'est à 98% vous qui financez la construction du Mulhouse-Than. Alors c'est vrai que c'est une ligne expérimentale, mais tout de même. Et pour le Strasbourg-Bâle, vous y êtes à hauteur de 40% dans le capital de la compagnie. Et donc, comme ça se passe assez mal du point de vue financier, la conjoncture est mauvaise, les prix des actions s'écroulent, etc., etc., je passe sur des détails, eh bien, vous y laissez une partie de votre fortune. Vous y laissez une partie de votre fortune. Est-ce que je me souciais de la postérité, l'avenir du sud d'Alsace? Est-ce qu'on peut parler est-ce que j'étais un visionnaire à l'époque déjà? Absolument. Alors la gloire, vous l'avez connue de votre vivant. Quand le Strasbourg-Bâle a été inauguré, vous avez été accueilli à Strasbourg par un arc de triomphe avec des lettres éclairées au gaz qui brûlaient avec marqué la ville de Strasbourg à Nicolas Quéclin. C'était vraiment des honneurs princiers. Mais il faut bien admettre que la postérité n'a pas été à la hauteur finalement de vos exploits. Parce que avec le Mulhouse-Bâle, vous avez battu un record, c'est-à-dire la plus longue ligne construite en France à cette époque-là, 140 km, alors que jusque-là, on n'avait construit que des lignes de 70 km environ. Mais comme tous les records, il a été vite battu. Aujourd'hui, les dizaines de milliers de voyageurs qui empruntent le TER 200 sur la ligne Strasbourg-Bâle ignorent que c'est vous qui l'avez et vos ingénieurs qui l'avez tracé finalement, parce qu'il n'y a aucun monument, aucune plaque qui le rappelle, et c'est un peu dommage. Effectivement, c'est dommage, il faudrait remédier à ça. Absolument. Et dans quelle mesure on peut dire que j'ai inspiré, je suis une source d'inspiration pour les entrepreneurs d'aujourd'hui en fait? Ah bah, votre audace, votre goût de l'innovation, votre volonté de progrès sont naturellement tout à fait des sources d'inspiration. Mais quelqu'un qui chercherait à vous imiter au premier degré, hein, serait sans doute un casse-cou, se mettrait en danger. Et je pense que le monde moderne est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Et donc, s'il fallait vous imiter, il faudrait vous imiter de façon adaptée. Peut-être en tenant compte davantage des réglementations, de collaboration, etc., etc. D'ailleurs, je ne prendrai qu'un seul exemple. Vous avez construit le Mulhouse-Than et le Strasbourg-Bâle à chaque fois en 3 ans. Aujourd'hui, combien de temps faut-il pour construire une ligne de chemin de fer? Il faut des décennies. J'ai plus beaucoup de questions parce que tout commence à redevenir un peu clair dans mon esprit, mais j'ai peut-être encore une ou deux questions. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, j'incarne pas les valeurs portées par la cime?
complètement audace, ténacité, innovation. On vient de voir avec Nicolas Soskov que vous cochez toutes les cases et vous les cochez même à la puissance N+10, aussi bien votre passion pour le ferroviaire qu'un certain nombre d'engagements qui ont été les vôtres. Alors il y a un bémol, ceci dit, c'est que comme Nicolas Soskov nous l'a expliqué, vous avez peut-être un sens du collectif moins développé que le fonctionnement de la société industrielle aujourd'hui ne le suppose. Et vous aviez ce côté un petit peu cavalier seul et avec des réussites indéniables à la clé, évidemment. Donc si je pourrais m'améliorer aujourd'hui, c'est d'être peut-être plus collectif et moins individualiste. Peut-être. Je vais y réfléchir pour l'année à venir. Et j'ai une dernière question qui me tient vraiment à cœur. Si je devais... Une phrase, une idée forte, juste une phrase, une idée forte qui pourrait me servir de devise aujourd'hui, qui serait ma devise, ce serait quoi? J'irai jusqu'au bout de mes projets, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il m'en coûte. Quoi qu'il m'en coûte. Parce que je suis sûr de réussir. Eh bien, écoutez, je vous remercie grandement d'avoir pris du temps pour moi, pour être venu m'expliquer mon passé, mon histoire. Je vais pouvoir aller découvrir Mulhouse, voir ce que mes successeurs en ont fait, découvrir pourquoi il n'y a pas de plaque à mon nom sur cette fameuse ligne Mulhouse-Strasbourg-Bâle. Je vais aller visiter Mulhouse et je ne manquerai pas de revenir vers vous si toutefois des questions me reviennent. Merci messieurs.